Alors je vais vous parler, moi je vais commencer cette séance en vous faisant un petit panorama rapide de l'histoire de la chirurgie de l'incontinence urinaire des forts, qui est une spécialité qui a occupé le tiers de mon temps en tant que chef de service à l'hôpital des Diaconesses. Tout d'abord, pour vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas habitués, dans l'incontinence urinaire de la femme, on distingue l'effort de l'hyperactivité, donc on ne parle pas ici que des pertes involontaires d'urine lors d'une augmentation de pression abdominale et en principe non précédée d'un besoin d'uriner. C'est un sujet qui est très important puisqu'on considère que sur le plan de l'incidence, 10 à 53% des femmes souffrent ou sont atteintes plus ou moins d'incontinence urinaire des forts. Mais vous voyez sur cette diapositive qu'en fait, cette incontinence est souvent peu importante et qu'il y a des formes invalides. Les traitements non médicaux, non chirurgicaux, pardon, je cherche Voilà, je voulais vous dire, donc c'est important de savoir qu'en fait, beaucoup de femmes ont une incontinence, mais qui les gênent moitié, pas de façon trop importante, et donc elles peuvent bénéficier d'un traitement chirurgical. Donc nous nous intéresserons ici qu'à l'incontinence urinaire des forts sévère qui doit nécessiter une chirurgie. La chirurgie de l'incontinence a commencé dans la fin du 19e siècle et était essentiellement cantonnée à des interventions par voie vaginale. On faisait des piqûres sous l'urètre sans comprendre très bien quelle était la finalité de ce geste, mais il est clair qu'on devait créer sûrement une dysurie et que les patients étaient améliorés. Ces interventions, la première qu'on a vraiment identifiée avec une publication, c'est l'intervention de Kelly Marion, qui était donc la piqûre sous l'urètre. Dans les mêmes années, bien qu'il s'agisse d'une chirurgie vaginale, Goebel en 1910 et Stöckel, deux chirurgiens allemands, ont mis au point une technique qui était de mettre une fronde sous-cervicale qui, elle, ressortait dans la région rétropubienne. Et une autre intervention n'est pas très connue, mais je pense, j'aimerais que vous la gardiez à l'esprit pour le moment, parce qu'on va en reparler plus tard, c'était un chirurgien d'Uppsala, qui s'appelait Ingelman Sundberg, qui prenait une partie des élévateurs, qui mettait sous l'urètre pour soutenir l'urètre et pour traiter donc l'incontinence urinaire des forts. Donc que des chirurgies, on peut dire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, par voie vaginale. En 1949, changement de stratégie, trois chirurgiens ont décrit une technique de cervicocystopexie, c'est-à-dire de suspension du col vésical et de son environnement derrière la symphyse pubienne. Toutes ces interventions étaient basées sur une théorie, et on va la discuter, qui concernait, l'idée était que si l'urètre est dans l'enceinte manométrique abdominale, lorsque la pression augmente dans la cavité intra-abdominale, la transmission de cette pression à l'urètre, éviter que ça fuit au niveau de l'urètre, et c'est donc ce qu'on appelle la théorie des normings. Et par contre, chez les patientes chez lesquelles il y avait éventuellement une descente de l'urètre proximale en dehors de cette cavité, cette enceinte manométrique, la pression ne pouvait plus être transmise au niveau du col vésical, et c'était pour ça que les patients fuyaient. Voilà comment on essayait d'interpréter sur le plan physiopathologique les cervicocystoplexies, mais on va voir que ceci était le but d'esprit. Quoi qu'il en soit, sur cette théorie, en 1961, John Christoph Birch, au lieu de continuer à suspendre la vessie et donc de faire le cervicocystopexie, a l'idée absolument géniale de dire je ne vais pas suspendre la vessie, mais je vais suspendre le vagin de part et d'autre du col vésical, et il transformait donc une cervicocystopexie directe en une cervicocystopexie indirecte qu'il a appelée une colpopexie. Et c'était donc l'intervention de colpopexie rétropubienne de Birch qui va rester l'intervention de référence pendant fort longtemps. Elle reste tellement l'intervention de référence que plein de chirurgiens imaginent de la simplifier, puisqu'il fallait ouvrir le ventre, enfin, ou au moins l'espace de Retzus, et beaucoup de chirurgiens essayent de la simplifier, même un peu avant Birch, Pereira a eu l'idée de mettre des fils de part et d'autre du col vésical au niveau du vagin pour les suspendre, mais surtout Stanley et Raz décrivent deux techniques dites de colpopexie rétropubienne ou de colposuspension simplifiée à l'aide de fils dans la région rétropubienne. Alors ces interventions vont rester essentiellement décrites jusqu'à cette époque, rester gold standard, et au moment de l'apparition de la laparoscopie, c'était tellement gold standard que les chirurgiens laparoscopiques ont eu l'idée, les urologues, grâce à la laparoscopie, ont eu l'idée de suspendre le col vésical, c'est-à-dire de faire une colpopexie rétropubienne en faisant une résuscopie, c'est-à-dire en insufflant l'espace prépéritonéal de Retzus pour faire cette opération.
Mais toutes ces interventions basées sur cette théorie des learning, c'était un peu une vue qui était totalement fausse parce que les différents physiopathologiste et l'évolution des bilans hémodynamiques ont montré que l'élévation en fait de la pression urétrale augmente en fait lorsqu'il y a une augmentation de la pression abdominale environ 240 millisecondes avant l'augmentation de la pression intra-abdominale. Donc un phénomène vraisemblablement neurologique réflexe au niveau local. Deuxièmement, la pression qui est à l'intérieur du recte est supérieure à la pression qui est en dehors du recte. Et enfin, et c'est ça qui va modifier beaucoup la stratégie du traitement de l'incontinence urinaire d'effort, la pression au niveau du col vésical, enfin, au niveau lors d'une colposuspension, on va dire que la position exactement du col ne correspondait pas au taux de guérison. Et surtout, progressivement, en 1994, John de Lancey, qui est un radiologue, a fait des travaux très intéressants, et notamment des IRM pelviennes, et a montré que si la pression dans l'urètre, donc au niveau du col vésical, augmentait au moment de la toux, c'est tout simplement parce qu'il y avait un soutien sous l'urètre qui n'était pas déformé, ceci indépendamment de la position du col vésical par rapport à la symphyse tubulaire. C'était une véritable révolution qui a permis de décrire ce qu'on appelle la théorie du hamac. Donc la théorie du hamac, qu'on peut résumer sur cette diapositive, c'est que lorsque la pression abdominale augmente, l'urètre que vous voyez ici est soutenu par ce tissu qui était en fait, pour les anatomistes, finalement le tissu de Hallman, ce fascia pelvien soutient l'urètre, et à ce moment-là, l'urètre va pouvoir se fermer et il va y avoir une clôture de l'urètre qui va éviter les fuites. Et donc, pour être incontinent, il y a soit un défaut de ce soutien dans la région sous-urétrale, soit une véritable désinsertion du fascia pelvien qui est inséré de le long de l'arc tendineux fascia pelvis, de part et d'autre de l'urètre. Donc une désinsertion, en fait, il va y avoir une hypermobilité urétrale, ce qu'on savait depuis déjà longtemps, que l'hypermobilité urétrale pouvait favoriser l'incontinence. Et là, tout avance, puisque à ce moment-là, dans cette période-là, Ulf Husted, qui était l'accoucheur de la reine de Suède, et qui avait un merveilleux service de gynécologie obstétrique à Uppsala en Suède, où avait travaillé, et c'était son maître, Miguel Mansumer, qui était déjà très intéressé par l'idée de soutenir la région sous-urétrale, avait en stage un individu fort curieux qui s'appelle Papa Petros, qui était un Australien, et ils ont écrit en 1990 une théorie intégrale sur les problèmes de l'incontinence urinaire féminine. Sur cette théorie intégrale, ils ont progressivement mis au point une technique de faire un soutien intra-vaginal par le vagin d'une sling, d'une cravate, d'une plastie sous le vagin. Et ils ont eu comme stagiaire un Finlandais, Falconer, ils ont travaillé ensemble, ils ont publié, Falconer a publié en 1995 cette nouvelle technique de soutènement sous l'urètre en passant dans la région tropulière. Et là, si vous voulez, j'ai eu la chance, en 1996, d'aller vers le mois de mars dans le service de M. Husted à Uppsala, et j'ai eu la surprise de voir 2 malades opérés le matin, 2 malades opérés l'après-midi par cette technique de mise en place d'une mandelette rétropubienne, et le lendemain, toutes ces malades étaient sèches, urinaient correctement et rentraient chez eux. C'est comme ça qu'on a pu faire dans le service des diaconesses le 8 octobre 1996 pour les 3 premières TBT en France avec la présence de Junten et Bernard Jacquemin. Et donc l'idée était donc que certes, la transmission de pression devait jouer quelque chose, la fonction sphinctérienne devait jouer quelque chose, et on savait par la chirurgie des là-dessus, je ne vais pas m'attarder là-dessus, que l'angle cervico-urétro-vésical avait un intérêt, mais surtout, il y avait sûrement une place très importante pour le soutien de l'urètre dans le maintien de la continence. Et ainsi était née la notion de bandelette sous-urétrale, qu'on a appelé dans un premier temps tension-free vaginal, et ce mot tension-free est extrêmement important, donc bandelette vaginale sans tension, et ceci a constitué une véritable révolution. Pourquoi une véritable révolution? Car à l'époque, et en particulier dans la maison Cochin peut-être plus qu'ailleurs, on était avec la mise en place de frondes sous-urétrales, et en fait ces frondes, on avait écrit clairement qu'il ne fallait surtout pas mettre de matériel synthétique, car on avait retrouvé du matériel synthétique dans l'urètre. Mais la particularité de cette fronde, enfin de cette bandelette sous-urétrale, justement, c'est que ce n'était pas une fronde, et c'était une bandelette qui sans tension, non pas au niveau du col vésical, mais sous la partie moyenne de l'urètre. Et ça obéissait aux règles de chirurgie invasive, et les résultats étaient excellents.
Le résultat est excellent dans les premières séries. Vous voyez ici le premier papier publié en 96 au moment où Husted sort son produit, 94% de succès à 2 ans, et en fait 92% de patients contents avec une opération qui durait 22 minutes et seulement 10 jours d'arrêt de travail. Ces résultats se confirmaient à moyen terme, je vais aller un petit peu vite, et surtout, un essai prospectif randomisé était mis en œuvre par une équipe anglaise sous la direction de Paul Hinton, et cet essai thérapeutique a eu 3 publications pour arriver à 5 ans, qui montrait finalement c'était un peu notre déception d'ailleurs, parce que c'était uniquement aussi bien que la méthode de Birch, la colpopexie rétropubienne, mais il y avait plus de complications peut-être péropératoires, mais par contre, il y avait beaucoup moins de complications post-opératoires, ça allait beaucoup plus vite, ça coûtait beaucoup moins cher, et les patients étaient beaucoup moins longtemps immobilisés. Et ce résultat se confirme sur les publications. Je vous mets celle-ci d'il y a 2 ans, mais il y en a une qui a été faite cette année, qui maintenant est à plus de 12 ans de recul. On peut dire qu'en principe, sur plus de 1 million de patients qui ont été traités, le résultat de cette intervention est excellent, avec des résultats de 80 à 90% de succès. Le problème est en plus un problème d'indication. Ainsi, le gold standard qui était la colpopexie rétropubienne de Birch est devenu en 2008 soutènement sous-urétral de Prolet. Alors l'inconvénient, c'est que c'était donc une voie qui était rétropubienne qui a entraîné quand même dans la littérature quelques plaies vasculaires et digestives, qui pouvait entraîner des perforations vésicales qui certes n'étaient pas graves si on faisait une cystoscopie préopératoire et qui pouvaient être disuriques, sans doute parce qu'il s'agissait pour beaucoup de chirurgiens d'une intervention qui n'était peut-être pas assez tension-free. Alors, pour éviter les complications qu'on vient de voir, c'est-à-dire les perforations, parallèlement à Lyon, un chirurgien urologue, Emmanuel Delorme, avait décrit la même technique, mais non pas en passant en rétropubien, mais en passant en transobturateur. Et donc, l'intérêt, c'est qu'il n'y avait plus du tout de risque, encore qu'on pourrait discuter des risques vitales, les plaies vésicales étaient très très faibles, et donc il n'était peut-être pas nécessaire de faire une cystoscopie. Et comme vous le voyez sur le schéma, attraction entre guillemets égale, même si c'est sans force, la pression sur l'urètre était moindre et donc la probabilité de dysurie était moindre. Et donc est venue la deuxième technique, qui était la transobturatrice au lieu d'être la rétropubienne. Alors là, pour ça, je vais passer, mais Porges, malheureusement, n'a pas compris le produit et il y a des complications importantes parce que la qualité de la bandelette sur laquelle on va revenir n'était pas correcte. Quelques années plus tard, c'était plus peut-être dans une lutte, entre guillemets, commerciale ou marketing, Jean Deleval de Liège décrit une technique qui n'était plus faite de dehors en dedans, mais une technique qui est faite de dedans en dehors, avec un matériel ancillaire très spécifique pour mettre la bandelette comme ça en dessous de l'urètre, en passant de la région sous-urétrale à le sillon génito-crural. Je ne m'attarderai pas pour savoir si l'une est mieux, je voudrais donc avancer un petit peu parce que je vois que le temps passe et vous dire qu'il y avait donc finalement, il y a 4 techniques de mise en place de bandelettes sous-urétrale, 2 techniques rétropubiennes, de bas en haut, de haut en bas, et 2 techniques transobturatrices. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Et c'est ça l'évolution des choses. Il y a une méta-analyse très importante que je veux vous rapporter. C'est une méta-analyse sur 17 essais randomisés entre rétropubien et transobturateur, sur presque 3000 patients. Et vous voyez qu'en principe, la rétropubienne est un tout petit peu supérieure à la transobturatrice, mais que sur le plan subjectif, cette différence est beaucoup moins importante. Par contre, les complications sont les suites opératoires sont totalement différentes, puisque la transobturatrice est plus rapide, les perforations dans la transobturatrice sont moindres, qu'il y a moins de saignement et qu'il y a par contre un peu plus de perforations vaginales qui n'ont pas de conséquences. Donc il y a un débat et un combat entre guillemets pour savoir s'il faut faire cette technique par voie transobturatrice ou rétropubienne. On peut dire qu'actuellement, même si les résultats sont un peu moins bons, la voie transobturatrice peut être utilisée en routine, car c'est une technique qui est plus simple, plus rapide, parfaitement reproductible, une morbidité moindre et un coût moindre. Et si vous êtes dans des équipes entraînées, la voie transobturatrice met une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, la voie rétropubienne étant une petite demi-heure. Par contre, dans des formes plus sévères d'incontinence urinaire, la voie rétropubienne est plus efficace puisqu'elle entraîne des résultats meilleurs. Il semble qu'il est logique de la conserver. Alors surtout qu'à long terme, ça c'est une publication très récente qui est importante, qui montre qu'en fait à long terme, 5 ans après, le risque de récidive est un tout petit peu plus grand après transobturatrice qu'après rétropubienne. Alors parallèlement à tout ça, bien évidemment, se place le marketing.
Et toutes ces bandelettes, avec l'importance du marché que ça représente, ont mis en concurrence de nombreux produits. Et la question était de savoir si toutes ces bandelettes étaient les mêmes. Alors, je ne vais pas ici entamer le débat, je voulais seulement vous montrer, si vous voulez, l'influence qu'il y a eu dans toute cette créativité dans la chirurgie de l'incontinence, avec des bandelettes entre le fait qu'on les mette de haut en bas, de bas en haut, des aiguilles, réglables, pas réglables. Tout ça a fait qu'on peut retenir en tous les cas que la qualité de la bandelette actuellement est très importante. Et toutes les bandelettes sont du polypropylène, macroporeuse, monofilament, avec des pores assez grands, et c'est ces bandelettes-là qui évitent qu'il y ait des infections post-opératoires. Le caractéristique de l'auxiliaire, je ne m'attarderai pas, mais l'idée qui est venue après cette chirurgie des bandelettes, qui complète cette chirurgie des bandelettes, c'est d'essayer de supprimer les douleurs au niveau des points de sortie et d'uniformiser les moyens de fixation, et ils sont arrivés donc les mini-bandelettes. On a cherché donc à faire des bandelettes qui ne sortaient plus ni au niveau rétrocubien ni au niveau obturateur, mais rester fixées au niveau notamment d'un membrane obturatrice pour éviter les espaces dangereux, pour faire le moins de dissection possible et le moins d'anesthésie. Également, probablement moins de douleur et une technique moins compliquée. Et bien ces mini-bandelettes, même chose, une impact marketing, une pression des laboratoires extrêmement importante, de très nombreuses études en cours. Ce qu'on peut dire, et je vous montre juste cette dernière diapositive pour finir, c'est que sur 25 essais randomisés comparant mini-bandelettes sur bandelettes, on va dire, traditionnelles, eh bien, on peut dire que les résultats semblent identiques, mais il y a sûrement moins de douleurs post-opératoires, mais on n'a pas, si vous voulez, le recul des mini-bandelettes. Et je conclurai sur cette diapositive que j'ai empruntée à Georges Valère et que je partage assez, c'est qu'on a actuellement donc 3 solutions dans le gold standard du traitement de l'incontinence urinaire des formes de la femme, qui est donc une bandelette sous urethra, qui peut être mise par voie rétropubienne, par voie transobturatrice sous ces mini-bandelettes, et qu'a priori, celle qui a le plus, les meilleurs résultats qui peut toujours être faisable, c'est la bandelette rétropubienne, mais que par contre, il reste des places pour cette bandelette transobturatrice, et peut-être pour certains cas sans morbidité importante pour la bandelette mini-bandelettes. Je vous remercie, mais je terminerai en disant que toute cette évolution de la prise en charge de l'incontinence et toute cette histoire est importante parce qu'il y a eu vraiment une véritable révolution. C'est des techniques de plus en plus simples, standardisées. Cette intervention se fait maintenant en ambulatoire et tout à l'heure on va en reparler avec l'exposé d'Emmanuel Charpier qui remplace donc Christian Cecile. Et les résultats maintenant sont satisfaisants et c'est quand même un vrai sujet puisqu'on peut considérer qu'actuellement il y a 30% des femmes qui posent ce problème lorsqu'elles ont plus de 18 ans. Je vous remercie. On a quelques minutes pour poser des questions, juste une, et puis de toute façon les sujets vont se recouper, donc on pourra garder des questions au fin de nos présentations. Pas de questions particulières, donc on enchaîne.